comme pour la langue, la grammaire, c'est quand même vachement bien. La grammaire, c'est bien. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est simplement étudier ce qui est, détacher les éléments constitutifs d'une langue et essayer de trouver les règles et les structures qui permettent à un énoncé d'être reconnu comme, disons, français. Quelques règles à observer. C'est pas contraignant, une grammaire. Ça vous permet de produire tous les énoncés que vous voulez. Avec la même grammaire, vous pouvez être Proust, Rimbaud et n'importe quel imbécile du coin de la rue. La grammaire ne dicte pas la nature des messages. Elle permet qu'on agence ce qu'on dit de façon telle qu'on est connu et reconnu. Alors, dans le jeu, j'ai envie de dire, ce serait bien qu'il y ait de la grammaire, qu'on ait quelques règles, si je puis dire, avec la liberté que l'on peut prendre avec ces règles-là. Ce n'est pas du tout une ordre de la contrainte. C'est ce qu'il a fait, Stanislavski. Il dit, c'est tellement compliqué, le fait du jeu. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Décomposons le phénomène. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'un acteur? Quelles sont les facultés requises? Et comment est-ce qu'on peut lui permettre à cet acteur de développer ses moyens en chaque domaine? Alors, les facultés, on les connaît. On le sait. La mémoire, pour y revenir, l'imagination, l'art du dire, la sensibilité à l'espace, l'ordre de la sensation. On retrouve, j'ai l'impression de feuilleter votre manuel de philosophie traditionnelle, hein, bon, la conscience, etc. Oui, bah oui, bah oui. En un premier temps, c'est bien d'isoler des domaines la question de la mémoire. En quoi concerne-t-elle le jeu? Et comment peut-on, si je puis dire, améliorer le dialogue de l'interprète avec son propre passé? L'imagination fondamentale. Si je dis, je suis ici maintenant en Allemagne, Breslau, 1933, la cuisine d'un appartement ouvrier. C'est le début, par exemple, d'une scène de Grand-père et misère du Troisième Reich de Brecht. Bon, voilà. Nous ne sommes pas ici, nous sommes à Breslau, en 1933, dans la cuisine d'un appartement ouvrier. Voilà, ben, il faut l'imagination. Donc, qu'est-ce qui peut permettre d'améliorer le dialogue, les capacités imaginatives de l'être? Je ne sache pas que la formation traditionnelle nous y incite tant. Donc, il faut faire des exercices ou des propositions qui permettent de dire « je ne savais pas que je savais ça », n'est-ce pas? C'est toujours ça, l'enseignement. C'est pas apprendre des choses, c'est révéler des compétences endormies. Je ne savais pas que je savais. Je ne savais pas que j'avais autant d'imagination, mais pour le savoir, il faut bien vous mettre sur le terrain, vous faire une proposition en disant « allez, imagine », puis vous vous rendez compte que vous avez des capacités que vous ne soupçonniez pas. Je vais en venir d'ailleurs à ce que peut être la formation de l'acteur ou la mise en scène, ou ce qu'on appelle la direction d'acteur. Je ne veux pas entendre parler de direction d'acteur. On ne dirige pas un acteur. On ne dirige pas un acteur. On dirige un chantier. On ne dirige pas un acteur. C'est-à-dire, si je prends le terme de direction dans son acception ordinaire, c'est-à-dire dicter d'une certaine façon ce qu'il doit faire. Un metteur en scène, un instructeur, ce n'est pas un ingénieur, c'est un jardinier. C'est quoi la différence? L'ingénieur, il sait ce qu'il doit faire et il doit le savoir dans son domaine.
S'il construit un pont, il a intérêt à savoir exactement quelle est la portée, etc., de façon à ne pas commettre d'erreurs qui feraient que le pont s'écroule. Mais nous ne construisons pas un pont. Donc nous ne sommes pas des ingénieurs. Je préfère le jardinier. J'aime bien le jardinier. Le jardinier, qu'est-ce qu'il fait? Il imagine ce qui pourrait advenir. Mais comme il ne peut pas toucher, si je puis dire, l'objet, il ne peut pas construire l'objet, il est préoccupé par quoi? Par créer les conditions qui vont rendre possible l'explosion. Donc toute la préoccupation du jardinier, elle est dans la terre. Son intelligence, il l'enterre, si je puis dire. Et c'est en enterrant son intelligence, c'est-à-dire en rassemblant les meilleures conditions possibles, qu'il se dit « Ah, la fleur va pousser ». Au passage, je vous dirais que dans le théâtre japonais, la fleur est la métaphore de la haute capacité d'un acteur, qui sont tous masculins en l'occurrence. Quand un acteur dans le no a la fleur, c'est-à-dire qu'il est au plein épanouissement de son talent. Donc nous avons à accomplir du travail de jardinier. Je n'ai rien, quand je dis je, c'est génériquement tout instructeur, si je ne sais pas comment le nommer. Je n'ai rien à vous apprendre. Simplement, ce que nous pouvons, c'est ensemble, en créant un espace où vous allez trouver une forme de liberté, etc., vous permettre de sillonner votre propre inconnu et de développer des capacités qui sont déjà là. Si vous ne les avez pas, ces capacités, quiconque ne vous les donnera pas. Par contre, si elles sont à l'état latent ou endormi, oui, on peut créer des conditions d'éclosion. Moi, j'ai vu des choses extraordinaires dans ces soirées. Par exemple, les grands comiques, les gens qui ont vrai talent comique, ne sont pas drôles du tout souvent dans la vie. Et on n'imagine pas. Et tout d'un coup, par le passage au plateau, fait qu'on bascule sur un autre plan de son être, il y a des gens qui sont d'une drôlerie, alors que d'autres qui sont repérables comme relativement comiques dans la vie n'ont pas cette puissance en scène. Donc il s'agit de révéler, mais je dirais presque plus de réveiller des fonctions qui sinon restent endormies, faute de simplement de possibilités d'exercice. Ça va ? Alors, la question, là, se dédouble du travail à accomplir. Et je reviens à mon Stanislavski. C'est quand même le premier qui est dit que, aussi bête que ce soit à dire, mais parfois, vous savez, la pensée, elle doit mettre au jour des nombres premiers qui sont d'absolue évidence. Mais, bizarrement, personne ne va à la racine. Être radical, ça veut dire aller à la racine. Eh bien, le travail de l'acteur, il se dédouble. Il y a un diptyque, en un premier temps, en tout cas. C'est le travail de l'acteur sur lui-même, ce dont je viens de parler. Qu'est-ce que c'est que ce boulot qu'il faut faire pour être capable, pas simplement techniquement de porter la voix, oui, bon, d'accord, évidemment, il faut savoir se faire entendre, etc. Pas simplement, voilà, être relativement à l'aise dans l'espace, donc on fait des cours de danse, du là, des cours de chant, etc. Bon, sans jamais se poser la question de comment tout ça se synthétise dans l'être. Hein. Encore une fois, la compartimentation aberrante de tous ces domaines. J'ai parlé de la mémoire, de l'imagination, de la pratique des textes. Qu'est-ce que c'est que l'espace ? Oui, tout à l'heure, la première chose que j'ai éprouvée, moi, en tant que j'appartiens à ce domaine-là, j'ai besoin d'appréhender la relation avec le public. Je ne parle pas devant vous, comme s'il y avait je ne sais quelle vitre ou cellophane, et que mon propos est tout prêt, et que vous êtes devant quelque chose, n'est-ce pas ? Il y a un entre-deux à constituer depuis votre écoute
qui va aussi constituer mon dire. C'est vrai pour tout dialogue, ça. La relation, le choc en retour, dirais-je, de ce qu'on dit par rapport à ce qu'on pressent que l'auditoire reçoit ou ne reçoit pas. Voilà. Travail de l'acteur sur lui-même. Travail de l'acteur sur lui-même en vue de quoi? En vue d'entrer dans un ordre qui est ce que les uns appellent, Stanislavski, l'état dramatique, Stanislavski, l'état créateur. Moi, si vous permettez que je me mette en dessous, ce que j'appelle l'état de jeu. On n'est pas immédiatement en état de jeu. Alors, vous viviez à Corté, mais imaginons, bon, quand vous exercez à l'échelle parisienne, les gens sont restés pendant 3/4 d'heure dans le métro. C'est évident que ce n'est pas idéal, quand on sort là, d'être tout de suite à disposition de la fiction, du personnage. On n'a pas l'aisance. Donc il faut créer un sas, où qu'on soit, quel qu'on soit, par rapport à la vie privée, par rapport aux soucis, par rapport aux contraintes dans lesquelles nous sommes, etc. Il faut entrer dans un espace où les choses vibrent autrement, sont ressenties autrement, où la sensibilité est plus grande à tout phénomène. Par exemple, la température. Ça serait l'ordre sensoriel. Et tant de choses. J'ai renoté une phrase de Faulkner que j'aime bien. Il dit « Tant de portes à fermer, tant de portes à ouvrir. » Pour l'état créateur, tant de choses, tant de portes à fermer, tant de fausses questions, tant de portes à ouvrir. Il n'y a pas que ouvrir, il faut fermer, c'est-à-dire faire taire de mauvaises questions, faire taire de mauvais énoncés, des préjugés qui vont en fait paralyser le jeu. Alors j'ai relevé un certain nombre de termes qui sont pour moi la catastrophe, l'état de catastrophe, l'expressivité, l'expression de soi, la sincérité, jouer avec ses tripes, incarner le personnage, j'y reviendrai, le corps. De quoi parle-t-on quand on parle du corps? S'identifier. Moi, Don Juan, je ne l'ai jamais rencontré, alors je ne sais pas très bien comment m'identifier avec lui. Hamlet non plus, d'ailleurs. Il y en a 2 que je n'ai pas rencontrés, jamais vu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'identification? Par rapport à des figures imaginaires comme celle-là. Être le personnage, il est le personnage, elle est le personnage. Ah bon? J'ai jamais rencontré le personnage, donc je ne peux pas savoir s'il ne l'est pas. Est-ce qu'on a même besoin de la notion de personnage? J'y reviendrai. S'emparer d'un texte. Alors en ce moment, en veux-tu, en voilà. Un tel s'empare d'Hamlet. Tu t'empares d'Hamlet, minable. Laisse-toi emparer par Hamlet. Oui, là, je veux bien. S'empare d'un rôle. Mais attendez, c'est une métaphore militaire. Alors la direction d'acteur, j'en ai parlé une fois encore, bon, il ne s'agit pas, comme disait Roger Blin, la mise en scène, ce n'est pas de la circulation. C'est-à-dire, tu ne dis pas à l'acteur, bon, là tu vas à gauche, là tu vas à droite, avance. La mise en scène, ce n'est pas de la circulation. La fausse passion. Alors, le premier point, quand j'ai dit les obstacles, j'ai parlé de préjugés, je ne peux pas surdétailler, mais en quoi, par exemple, je vais quand même lire un texte de Jouvet sur la sincérité, en quoi la notion de sincérité est une aberration. La sincérité, une fois encore, c'est pour ça que je dis c'est de l'anthropologie,
voire de la psychanalyse, la philosophie, des choses comme ça, parce que ce ne sont pas des problèmes de théâtre, c'est des problèmes de conception de l'humain. La sincérité, pardon ? La sincérité suppose le rapport vérité-mensonge, être et paraître que nous avons posé tout à l'heure, c'est-à-dire je suis mensonger dans mon être, donc je vais faire apparaître un pur plan de sincérité. Tout le monde sait que la sincérité, c'est une passion, confère Rousseau, et que la sincérité est un désastre relationnel. Je prends un exemple dans le répertoire dramatique, une pièce de Marivaux qui s'appelle Les Sincères. Une pièce formidable. Toutes les pièces de Marivaux, elles sont fondées sur des hypothèses de laboratoire. C'est dans l'idée du XVIIIe siècle. Imaginons que, et on verra qu'est-ce que deviendrait l'humanité. Alors, l'hypothèse de Marivaux dans Les Sincères, dans telle autre pièce, comment ça s'appelle, La Dispute, il dit, imaginons, comme l'histoire de l'enfant sauvage, imaginons que des jeunes gens n'aient jamais reçu d'éducation et qu'un jour, à 17 ans, on les mette en coprésence. Est-ce qu'ils se comporteraient comme se comporteraient des jeunes gens qui ont vécu dans un milieu humain normal? Non. C'est la question. Hein. L'enfant sauvage de Truffaut renvoie aux travaux d'Itard sur l'enfant sauvage au XVIIIe siècle. Je ne vais pas entrer dans des questions, etc. Mais ceci pour dire que Marivaux, il prend des hypothèses, il dit qu'est-ce qui se passerait. Alors, dans Les Sincères, il prend une hypothèse très simple. Nous devons être sincères les uns envers les autres, donc nous allons nous dire ce que nous pensons les uns des autres. Ben dis donc, qu'est-ce que t'as grossi? T'as vu le bouton que t'as sur le visage? Puis tu pues de la gueule. Vous comprenez que la sincérité, c'est la guerre. Et évidemment, c'est ce qui se passe dans la pièce de Marivaux, c'est que comme ils se disent tout ce qu'ils pensent les uns des autres, eh bien, ça tourne à la guerre. Il y a une autre forme de sincérité que je rapprocherais de la notion de vérité, qui n'est pas un plan constitué, mais quelque chose qui, soudain, fugitivement, nous donne le sentiment qu'on a accès à quelque chose d'un autre ordre dans l'être du registre d'un certain invisible. Mais ça apparaît fugitivement et souvent à l'insu du sujet. La sincérité, là encore, suppose que on maintient la structure grammaticale. Je suis sincère. Le je reste sujet, c'est-à-dire je prétends être source et cause de ce que je dis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui passe à travers vous, qui vous dépasse. Hein? J'ai décidé d'être sincère. Alors là, quand quelqu'un vous dit ça, méfiez-vous. Méfiez-vous. Regardez Alceste, le misanthrope. C'est la question du misanthrope aussi. Hein. Alceste dit « J'en ai marre de vivre dans ce monde où tout le monde fait des courbettes, voilà, joue le jeu mondain, etc. Il faut dire ce qu'on pense. » Alors, le Philinte, qui représente la raison, il y a toujours, chez Molière, il y a toujours un passionné, si je veux dire, c'est-à-dire un obnubilé d'une idée, qu'il s'agisse de l'avare, qu'il s'agisse de la passion d'Orgon pour Tartuffe, qu'il s'agisse là de la passion, supposée passion de la vérité de la part d'Alceste, que Rousseau reprendra. Bon, il est dans le même, il faut que tout le monde dise ce qu'il pense. Alors, bon, alors l'autre lui dit, mais enfin, tu vas quand même pas dire à la vieille, là, tu vas quand même pas faire ça. Hein, toujours ce jeu entre la passion et la raison, etc. Bon. Donc, méfions-nous de cette notion de sincérité, c'est-à-dire, elle nous porte à quoi?
Parce que comme on sait qu'on n'y est pas, on va essayer de forcer le passage. Je vais citer un tout petit peu sur ce thème-là, là encore des phrases de Jouvet. Au départ, le comédien veut s'exprimer soi-même. Il croit qu'il peut le faire, que cela suffit, que c'est cela, jouer ou faire du théâtre. S'exprimer soi-même. S'exprimer. S'exprimer, ça veut dire, il y a un intérieur, il y a un extérieur. Bon. Moi, j'exprime les citrons. On exprime le jus d'un citron, parce qu'effectivement, le jus est à l'intérieur. Il faut exprimer. Je ne suis pas sûr que les sentiments et les passions relèvent d'un intérieur ainsi défini. Le comédien veut se fuir. Il veut se quitter lui-même pour se délivrer. Il veut se trouver, se révéler. Il veut fuir la médiocrité, le conventionnel, le mensonge insupportable de sa vie, et il entre sans s'en douter dans la convention et le mensonge, plus dérisoire encore des coulisses, croyant aller vers une vérité supérieure. Il ignore encore le secret de cette transposition de la convention. Il va enfin, pense-t-il, le jeune acteur, pouvoir loger son âme et son corps dans des êtres dignes de lui. Et la présomption obligée et généreuse qui le décide lui fait croire qu'il prête vie aux personnages, qu'il leur donne au moins assistance. La sincérité est une limite idéale vers laquelle tout le monde s'efforce avec une bonne et mauvaise foi absolue, mais où personne n'atteindra jamais. Ça n'existe pas. C'est une plénitude impossible qui serait suivie de destruction, perte de la vie, car ce serait un effort qui aboutirait, un élan qui atteindrait. C'est la congestion du moi. C'est-à-dire, entre autres temps, la sincérité absolue, ce serait la folie.